Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler recherche de sources et plus précisément, je vais essayer de vous filer quelques tips pour vous aider à rechercher vous-même vos propres sources. Parce que c'est bien joli de vous parler d'articles scientifiques et de vous dire d'en lire, etc. Mais il faudrait peut-être dans un premier temps que vous puissiez les trouver, ces articles. Et parce que j'entends souvent en ce moment la phrase « de toute façon, même si je ne cite pas mes sources, ce n'est pas grave, les gens sont capables de les trouver tout seuls », il semble que moi et les autres, on a tendance à oublier qu'à un moment ou à un autre, on a eu des cours sur le sujet, et que donc, ce n'est pas une science infuse. Alors en avant pour un petit peu d'esprit critique. Ouais, du coup on va dire que c'est un hors-série, hein. Pour qu'il me soit plus simple de vous expliquer le cheminement qu'est le mien lorsque je recherche des sources, je vais partir d'un cas concret. Pas de chance pour moi, je voulais jouer sur l'actualité et vous parler de cette découverte, où des chercheurs sont parvenus à reproduire des souris sans recourir à des ovocytes. Mais tous les articles de presse portant sur le sujet sont très bien sourcés et renvoient vers l'article original publié dans Nature Communication. Si les journalistes font bien leur taf, comment voulez-vous que je m'en sorte ? Du coup, j'ai décidé de me renseigner sur un sujet que je vais prendre au hasard, sur une question existentielle. Al, lance ton algorithme question existentielle et balance-moi la sauce. Alors allons chercher des sources fiables afin de répondre à cette question. Et je précise que je n'ai pas la moindre idée de la réponse au moment où j'écris ce script. La réponse que j'ai à cette question est une croyance populaire. Les moustiques piquent plus les personnes qui dégagent beaucoup de dioxyde de carbone par la peau. Est-ce vrai ? Je n'en sais foutrement rien. Je suppose que votre premier réflexe est donc de faire comme Scully et d'appeler Internet en demandant la réponse à Google. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Lorsque je fais cela, le premier lien qui sort est le lien suivant de sciencemag.fr de juin 2014 qui apporte l'explication classique que je vous ai citée plus haut. Voilà, c'était plutôt facile, non ? C'est donc assez simple de trouver ces sources. Merci à tous et j'espère que cet épisode Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème ? De quoi, Al ? Eh bien les sources ? Ouais, effectivement, c'est bien gentil, mais là je suis obligée de les croire sur parole. Du coup, on va oublier cet article, et vous savez quoi, on va oublier Google aussi. Chercher des sources fiables sur Google, ça peut se faire, je dis pas le contraire. Mais comme il y a des moteurs de recherche dédiés à cela, autant se servir de ces moteurs, de ces bases de données-là, non ? Mes préférés sont Google Scholar et PubMed, mais il en existe beaucoup d'autres, et d'ailleurs en fonction de l'information que vous cherchez, il faudra sûrement passer par différents moteurs de recherche. En effet, PubMed par exemple, c'est spécialisé dans les articles scientifiques relatifs aux sciences de la vie. Du coup, il est plutôt normal que moi, biologiste, je me dirige naturellement vers lui. Mais si vous devez chercher une information sur les sciences de la Terre, eh bien, allez vers GeoRef par exemple. Et des moteurs de recherche, il en existe un peu pour tout. Je me limite en général à ces deux-là, avec une préférence nettement marquée pour Google Scholar. Pourquoi ? À cause des mots-clés. J'ai énormément de mal à trouver des mots-clés faisant ressortir des articles répondant à mes questions sur PubMed. Et cela alors que ça fait 10 ans que je l'utilise. En général, je passe donc par Google Scholar, puis j'affine avec PubMed. En effet, sur ces moteurs de recherche, il est important de travailler à base de mots-clés. Si vous pouvez toujours poser votre question directement sur Google Scholar et croiser les doigts, ce n'est absolument pas le cas pour PubMed par exemple. On va donc définir les mots-clés de notre recherche. Comme je cherche à savoir pourquoi les moustiques piquent plus certaines personnes que d'autres, je vais ressortir de cette problématique ce qui me paraît important. Je vais choisir les mots-clés suivants. Moustique, pique et plus. Ça va me donner une base de recherche. Cela ne signifie pas pour autant que, dans un premier temps, j'ai choisi les mots-clés les plus adéquats. C'est là que les choses deviennent compliquées pour les non-anglophones. Ces moteurs de recherche sont des bases de données d'articles scientifiques. La langue universelle des sciences, c'est l'anglais. Du coup, pour maximiser ses chances de trouver quelque chose, il faut passer en anglais. Et il faut aussi avoir connaissance des opérateurs de recherche. Kesako. Les opérateurs de recherche, ce sont des petits mots ou des symboles qui permettent d'affiner, de rendre plus précise une recherche sur Internet, en spécifiant les liens qui existent entre les termes de celle-ci par exemple. Je ne vais pas pouvoir vous détailler tout ce qui concerne ces opérateurs de recherche, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vous mets donc plein de liens dans la description pour que vous puissiez devenir des experts. En général, en recherche bibliographique, on n'en utilise pas 50 de toute façon. On va utiliser dans un premier temps « et » ou « and », ce qui permet de demander au moteur de recherche de trouver des liens comprenant ces deux mots. Cela permet d'affiner, de rendre très précise la recherche. On va aussi utiliser « ou » ou « or », ce qui permet de demander à trouver tous les liens contenant soit l'un, soit l'autre mot. Par exemple, si on utilise des termes équivalents. Cela va permettre d'élargir la recherche. Et enfin, on va utiliser « sauf »
ou not, ce qui permet d'exclure des liens contenant ce mot. Ça permet de restreindre la recherche. Ainsi, nous, on va taper mosquitoes and bites and more. Le premier lien me fait de l'œil et on va aller le voir. Pour les non-anglophones, il s'agit d'un article titré « Dynamique des populations des maladies transmises par les moustiques, effet des insectes volants piquant bien plus certaines personnes que d'autres ». Je ne vais pas tellement m'intéresser à cet article, mais l'abstract, c'est le nom qu'on donne au résumé d'un article, nom très bien choisi parce que ça veut dire résumé, c'est fou comme les choses sont bien faites. Et donc cet abstract me permet d'affiner mes mots-clés, car on peut y lire les mots « host selection », à savoir « sélection de l'hôte ». Voilà qui devrait me permettre d'avoir une recherche plus précise, car mes mots-clés deviennent moins généralistes. Pour les besoins de la vidéo, je vais à nouveau switcher ma recherche en français. En général, j'aurais continué en anglais dans la vraie vie réelle des vrais gens, mais je veux garder la vidéo compréhensible pour tout le monde. Avec mes nouveaux mots-clés, moustique and sélection haute, je tombe sur le 4e lien. Étude du pattern de sélection de 9 espèces de moustiques du genre Aedes de la basse Mauricie en vue d'un repas sanguin. Je vais donc trouver le document qui n'est pas trop dur à obtenir puisqu'il s'agit d'une thèse. Coup de bol, je trouve ma réponse dès ce premier lien dans l'introduction de la thèse. J'y apprends que de nombreux facteurs entrent en compte, comme la quantité de personnes pouvant être piquées dans le secteur, la tolérance des personnes à la piqûre, c'est-à-dire que si on ne tente pas d'écraser le moustique dès qu'il se pose sur nous, on est un choix plus logique qu'une personne très sensible qui va tenter de frapper dès contact avec le moustique avec sa peau. Mais aussi des facteurs génétiques, la qualité du sang, et j'y apprends aussi notamment que certains moustiques sont effectivement très sensibles aux émissions de CO2. J'ai trouvé ma réponse, et je pourrais m'arrêter ici. Mais je vais continuer un peu. Tiens, vous avez certainement remarqué le petit NASCII 1984 entre parenthèses, juste là. Cela signifie que l'information ne vient pas de nulle part. Elle provient de la publication de NASCII en 1984. En allant dans la partie bibliographie de la thèse, j'ai la possibilité de trouver la publication originale. C'est alors que j'utilise PubMed. Cela va me permettre de trouver cette publication. Pour la retrouver, je tape le nom de l'auteur, la date de parution, ainsi que quelques mots présents dans le titre de la publication. Dans Full Text Link, j'ai un petit lien qui m'amène sur le site où la publication est disponible. J'ai alors souvent accès à l'extract, mais très rarement aux publications entières. En effet, souvent il faut payer pour avoir accès à des publications scientifiques, et quand je parle de payer, je parle de payer assez cher en général. Il est possible de demander à PubMed de sortir que les articles free full text, à savoir dont le texte intégral est complètement gratuit. Mais on passe alors à côté d'une montagne d'informations. Mais la gratuité des articles scientifiques est un débat dans lequel je ne vais pas me lancer maintenant. Par chance, sachez que la majorité des auteurs ne sont pas des êtres cruels et que si vous allez demander directement à ceux-ci l'article original en expliquant pourquoi vous en avez besoin, ils seront très souvent disposés à vous les fournir. Voilà, nous avons réussi, en cherchant comme des grands sur des moteurs de recherche adéquats, avec les bons mots-clés, à trouver la réponse à une question. Ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas ? Du coup, la prochaine fois que vous vous poserez une question en rapport avec la science, plutôt que de croire le premier lien venu sur Google, essayez de chercher par vous-même. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué ? Et honnêtement, maintenant, vous pouvez vous la péter en soirée mondaine avec la phrase « Oui, c'est NASCII en 1984 qui a découvert que le CO2 était un facteur qui a attiré certains types de moustiques. » Mais il n'y a pas que cela à prendre en compte. J'ai lu une thèse très intéressante sur le sujet il y a quelques jours d'ailleurs, et... Après, une fois les articles scientifiques entre vos mains, il faut toutefois garder l'œil ouvert. Croiser les sources, chercher si certaines personnes ne présentent pas des théories inverses. Car même devant une publication scientifique, il faut savoir garder l'esprit critique. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, qu'il saura vous aider si vous voulez vous-même vous lancer dans les vidéos YouTube de science mais que vous n'avez pas de formation scientifique ou simplement parce que vous êtes quelqu'un de curieux qui aime trouver des réponses à plein de questions différentes. Je tiens à souligner que la méthode que je vous ai présentée ici est la méthode de recherche de sources que j'utilise moi. Pour d'autres personnes, elle paraîtra peut-être incomplète, voire pourquoi pas erronée. Même si je vois mal comment, mais bon, pourquoi pas, hein, nous sommes sur internet après tout. Vous pouvez aussi donner vos tips en commentaire pour aider un peu plus les gens. Je rappelle que je ne dis en aucun cas que vous ne pouvez pas faire de recherche de sources autrement, ou que si vous cherchez vos sources d'une autre manière, vous le faites mal. Du coup, je vous ai mis en barre d'infos plein de cours sur le sujet pour que vous puissiez les lire et vous faire votre propre manière de chercher des sources. De même, vous pourrez y trouver des informations complémentaires. Merci à tous de partager la vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit, vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et des bisous et à la prochaine!